Et si Superman n'était pas kryptonien? Ce que je veux dire, c'est que sa naissance ne s'est jamais produite sur Krypton, mais plutôt sur Terre. Et si l'histoire était inversée? Que ce soit Krypton qui devienne sa terre d'accueil et la Terre sa terre natale. Eh bien, c'est justement l'histoire que nous allons voir aujourd'hui. Une histoire nommée Superman, le dernier enfant de la Terre. Mais alors où tout cela commence? Eh bien, sans surprise, tout commence dans l'université de Metropolis, plus exactement en 1968. Ce jour-là, le docteur venait d'annoncer une bonne nouvelle à Martha. Elle était enceinte. Alors, peu après avoir reçu cette annonce, elle s'est empressée d'aller la partager à Jonathan. Déjà, Jonathan n'était absolument pas dans le mood. Ce que je veux dire, c'est qu'il était totalement absorbé par des pensées sombres. Et les deux contrastes sont à l'opposé. L'une est heureuse de la nouvelle et l'autre redoute le pire. Et lorsqu'on lui annonce la nouvelle, à savoir qu'ils attendent un enfant, Jonathan s'effondre en disant non, ce n'était pas possible. Tout cela installe une ambiance lourde. Et en fait, la raison de ce refus n'est pas l'enfant en lui-même. La raison, c'est parce qu'il arrive au mauvais moment. Pour lui, il n'y avait aucun avenir. Et Jonathan informe qu'en réalité, la Terre est en phase terminale. Donc, dès l'instant où cet enfant verra le jour, il mourra. On pourrait se demander pourquoi il est certain que c'est la fin pour eux. Eh bien, il s'avère qu'il y a peu, Jonathan a détecté un objet massif qui semble être un astéroïde de la taille d'une petite île. Et cet astéroïde se dirige droit sur eux. Jusqu'à maintenant, il n'arrive pas vraiment à évaluer sa vitesse, ce qui signifie qu'il ne sait pas quand il va frapper. La panique va s'installer et elle va lui demander s'il était possible de l'arrêter. Mais pour Jonathan, cela a été impossible, car sa vitesse était étrange. Mais sa trajectoire restait régulière. Il sait donc que dans un an, voire un peu moins, ils seront tous morts. Dans tout cela, on pourrait se dire, ils peuvent juste évacuer la planète ou balancer des missiles. Non, parce qu'il y a deux problèmes qui se présentent. Ils ne peuvent pas évacuer la planète car nous sommes en 1968 et ils ne possèdent pas la technologie pour. Et quand bien même ils possèdent cette technologie, les conflits internes empêchent l'élaboration d'une évacuation. Les États sont en conflit et beaucoup ne prennent pas vraiment au sérieux toutes ces théories. Alors oui, certaines nations sont au courant concernant cet astéroïde, mais pour eux, ce n'est pas grave, c'est rien. On apprend qu'avant de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui, Jonathan était un garçon de ferme vivant à Smallville dont le père s'est moqué de lui lorsqu'il avait dit vouloir rejoindre l'université. Son père est mort depuis 11 ans et le fait qu'il se soit moqué de lui a marqué une partie en lui. Et justement, Martha lui demande de vaincre cette peur et de prendre les choses en main. Il devait annoncer ce qui allait se passer. Ainsi, quelques semaines plus tard, les journalistes se sont rassemblés et Jonathan va annoncer qu'un astéroïde allait frapper la Terre. Il dit même que les gouvernements devaient arrêter les guerres et penser à trouver une solution rapidement. Sinon, ce serait la fin. Bien que Jonathan ait averti Martha concernant la fin du monde, cette dernière a quand même installé une chambre pour le nouvel arrivant, comme si de rien n'était. Tout cela va mettre Jonathan très en colère, car pour lui, l'illusion était la pire des choses. Il fallait prendre conscience qu'ils allaient tous mourir et qu'on arrête de penser qu'il est juste un fou. En fait, après son annonce, tout le monde pense qu'il est fou et qu'il raconte n'importe quoi. Cela a énormément affecté son humeur. Jonathan savait parfaitement qu'il avait raison et sa femme savait qu'il avait raison. Tous deux étaient conscients de la réalité. Mais la raison pour laquelle elle a fait ça, c'est qu'elle ne veut pas perdre espoir. Alors ce soir-là, Jonathan a compris. Il va donc prendre la décision de prendre soin de sa famille jusqu'à leur dernier instant. Le lendemain, il s'est rendu au Metropolis First Bank pour liquider tous ses biens. Alors bien qu'on essaie de négocier avec lui, de lui dire d'arrêter car il est juste fou, Jonathan ne veut rien savoir. Il veut juste liquider ses biens. Tout le monde pensait qu'il mentait et que ses théories étaient là pour semer la peur. Alors que lui liquidait ses biens, d'autres voulaient faire des prêts pensant à leur carrière. Peu après ça, Jonathan va commander énormément de matériel pour fabriquer une fusée hors du campus de l'université. Mais la facture devait revenir à l'université. Alors oui, il ne fait pas les choses à moitié. Convaincu que la fin du monde était proche, il s'est donné une dernière mission: sauver leur enfant quoi qu'il arrive. Ainsi, 8 mois plus tard, à Smallville, un enfant est né. Un enfant portant le nom de Clark Kent.
Durant ces 8 mois, Jonathan n'est pas resté sans rien faire. Tout le matériel qu'il avait commandé lui a servi à construire une petite fusée. Et 1 mois plus tard, les choses ont commencé à bouger. Au Daily Planet, les paroles de Jonathan prononcées presque 1 an plus tôt commencent à faire écho. Un homme affirme que Kent n'était pas fou lorsqu'il disait qu'ils allaient tous mourir. Il informe que tout le monde doit le savoir, mais le directeur refuse d'annoncer ça publiquement, car cela pourrait causer le chaos. Et en plus, d'après lui, le gouvernement et leurs scientifiques ont affirmé que l'astéroïde n'allait pas frapper la Terre. Donc il préfère croire au gouvernement que croire aux paroles d'un fou, à savoir Jonathan. White ne pouvait pas croire le gouvernement et a donc décidé de démissionner. Maintenant, il ne sait plus quoi faire et attend simplement la fin du monde. Une semaine plus tard, tout a changé. Les catastrophes naturelles ont augmenté. Et alors que Jonathan travaillait sur le vaisseau, il fait savoir à sa bien-aimée que ce vaisseau ne pouvait transporter que 2 personnes. Il voulait que Martha et Clark montent à bord. Il lui fait donc savoir que ce vaisseau devait les mener en orbite, puis les garder en sécurité durant 3 semaines. Une période durant laquelle les marées post-impact seront en retrait, les séismes moins puissants, et ainsi, elle et l'enfant pourraient survivre. Mais Martha refuse de laisser son homme mourir seul. Elle décide donc de rester avec lui et de donner une chance à leur enfant, car pour elle, il méritait le meilleur. Alors bien sûr, avant le décollage, Jonathan va donner une dernière chance à sa femme de monter à bord. Mais encore une fois, elle refuse. Car pourquoi ce serait elle et pas lui? Pour elle, soit ils montent tous les 2 à bord, soit personne ne monte. Ainsi, les 2 regardent pour la dernière fois leur enfant partir. Après son décollage, un objet énorme traverse la couche atmosphérique de la Terre. À cet instant, Martha dit à Jonathan qu'elle n'a jamais douté de lui ni perdu confiance en lui. Elle savait parfaitement qu'il avait raison et ce qu'il avait dit s'est réellement produit. Ainsi, la Terre a été frappée comme l'avait prévu Jonathan. Et en voyant tout ça, on pourrait se dire peut-être que si l'humanité l'avait écouté, cela aurait pu être évité. Alors que le vaisseau de Clark montait en orbite, étrangement, il traverse une zone qui fait complètement disparaître le vaisseau. Cette zone le conduit dans un autre lieu, un autre système solaire où la technologie était bien plus avancée que celle de la Terre. Bon, vous l'aurez compris, par un moyen qu'on ignore, Clark s'est retrouvé sur la planète Krypton. Et pas n'importe où, son vaisseau s'est dirigé dans une zone où se trouvait une personne de la maison d'elle. Et cette personne va apprendre son existence à cause d'un incident. En fait, l'objet dont le vaisseau de Clark a brisé en entrant dans l'atmosphère était celui que Jor-El utilisait pour avoir une liaison. Et lorsqu'il essaye de se connecter à la bibliothèque, ça ne marche pas. Conclusion, un objet non identifié est la cause. Mais il y avait un autre problème. Normalement, les coutumes kryptoniennes, ou plutôt les règles kryptoniennes, interdisent aux personnes de quitter leur maison lorsque les conditions extérieures sont inconnues. Mais Jor-El s'en fout complètement de cette règle et se rend à la bibliothèque pour vérifier. Résultat, il constate une traînée. Cependant, la bibliothèque reste intacte. Alors, il analyse le secteur et constate que l'objet est d'origine extra-kryptonienne. À l'extérieur, la bibliothèque n'était pas abîmée, mais l'intérieur présentait des dommages. Alors heureusement, rien de grave. Jor-El décide donc de rentrer en contact avec la personne qui gère la bibliothèque. Et cette personne, c'est Lara. Oui, la femme qui, de base, est la mère de Clark dans les autres histoires où Clark vient de Krypton. Bon, ici, il vient de la Terre, donc ils n'ont aucun lien. D'ailleurs, c'est la première fois que Jor-El rencontre Lara. Son nom complet, c'est Lara Twell, de la 12e génération de la famille Twell. Les familles kryptoniennes fonctionnent par génération. Par exemple, Jor-El est de la 22e génération, ce qui signifie que sa famille est plus ancienne que celle de Lara, ce qui en général donne une meilleure position dans la société. Alors Jor-El va faire une grosse erreur. Il a osé toucher Lara, ce qui va rapidement installer une tension. La raison, c'est que Jor-El est réputé comme étant un peu rebelle. Et du coup, beaucoup pensent qu'il faut l'éviter. Il l'a touchée uniquement parce qu'il a vu qu'elle n'allait pas bien et voulait l'aider. Alors bien qu'elle était hostile, elle s'est rapidement calmée. Et cela va lui permettre de reprendre le contrôle. On apprend qu'en fait, les dégâts, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient minimes.
crime. Rien n'a été endommagé de façon grave et donc tout était redevenu à la normale. Sauf que personne n'a déterminé ce qui venait de se passer et Jor-El s'interroge. Lara ne veut absolument rien savoir car ce n'est pas son problème ni son rôle. Alors Jor-El demande à Kelex de lui donner un peu de repos. En gros, il demande au robot de prendre Lara contre sa volonté, ce qui est encore une fois interdit selon les règles kryptoniennes. Alors vous allez voir que des choses qui sont simples pour nous peuvent sembler très compliquées chez eux. Pour eux, rien qu'un toucher, eh bien, c'est un crime. Il va donc l'obliger à sortir malgré elle. Et tout le long, elle va débiter. Elle l'accuse d'enlèvement, d'utilisation criminelle des robots et demande même au robot Kelex s'il avait été utilisé à des fins criminelles. Ce à quoi il répond régulièrement. Alors lui, au calme, au comico, il balance les blazes. C'est pas son problème, tout le monde doit tomber. Ils suivent donc les traces et cela les conduit à un vaisseau détruit qu'ils qualifient d'appareil primitif, construit avec des matériaux que les Kryptoniens ont cessé d'utiliser depuis 100 000 ans. Alors Kelex donne un diagnostic. Il semble que le vaisseau contient une forme de vie. Sans hésiter, Jor-El décide d'aller voir. Il ouvre le vaisseau et constate une chose. À cet instant, Lara, un peu curieuse, arrive et lui demande ce que cela pourrait être. Ils ont découvert un enfant. Le problème, c'est que sur Krypton, ils n'ont jamais vu un enfant comme ça. En général, l'enfant grandit avant de voir ses parents. Et là, le voir comme ça, avec une couche remplie plein de merde, plein de pisse et sans combinaison, c'est le choc total. De quoi traumatiser l'arbre généalogique de Lara. Jor-El décide de le prendre, mais constate que Lara est complètement perdue. Elle ne comprend pas pourquoi il ose toucher sa peau nue. Et là, on constate la cruauté naturelle des Kryptoniens. Une vérité tragique. Lorsque Jor-El demande à Lara s'il devait simplement le laisser mourir, pour elle, il fallait le laisser là et l'automate allait s'en débarrasser. En d'autres termes, la normalité kryptonienne, c'est le comportement de Lara. Pas d'empathie, pas d'émotion, on se mêle pas de ce qui nous regarde pas. Ce qui fait que Jor-El est une anomalie dont les autres essaient de s'éloigner, c'est qu'il possède un libre arbitre pur. Il fait ce qu'il veut et défie les lois. Pour nous, humains, ce comportement est tout à fait normal. Mais pour eux, c'est un crime. Jor-El constate que l'enfant n'arrive pas à respirer et ne peut pas bouger. Alors il fait donc savoir à Lara que cet enfant ne pouvait faire de mal à personne. Il lui demande donc pourquoi souhaiter sa mort. Pour elle, il pourrait être porteur d'une maladie. Elle est si inquiète qu'elle ne veut pas être mêlée à cette affaire. Durant le trajet, Kelex informe que les signes vitaux de l'enfant se détériorent rapidement. La raison, c'est que sa physiologie est trop faible pour la gravité et la pression atmosphérique de Krypton. Ce qui inquiète encore plus Lara, non pas pour le bien de l'enfant, mais c'est plutôt car cela fait longtemps qu'ils n'ont pas vu un mort. Et pour elle, rester là, c'est comme si Jor-El l'obligeait à assister à la mort d'un être vivant. En voyant tout cela, on pourrait penser que c'est vraiment pas cool ce que fait Lara. C'est inhumain. Justement, elle a raison. Elle n'est pas humaine et la moralité humaine s'arrête aux frontières de la Terre. Ailleurs, la moralité est différente. Donc comprenez bien qu'ici, c'est elle qui a raison car elle respecte les lois et les coutumes de Krypton. Et ici, c'est Jor-El qui bafoue leurs lois. Alors d'autres problèmes se présentent car bien que Jor-El soit prêt à prendre soin de lui, les sentinelles prennent l'enfant pour un intrus. Heureusement, avec la présence de Jor-El, tout ce que font les sentinelles, c'est les décontaminer avant de les laisser passer. Sans la présence de Jor-El, les sentinelles auraient juste pris l'enfant et l'auraient jeté dans le vide. Alors, pour Clark, Jor-El ira jusqu'à supprimer toutes les données de son existence, ce qui enfreint toutes les règles, car les enregistrements sont soumis aux anciens de Krypton. Supprimer les données est donc un crime. La situation est si compliquée que Lara finit par appeler Jor-El le corrompu. Les coutumes et règles kryptoniennes obligent les gens à vivre en isolement, d'où le fait que Jor-El soit seul dans sa maison et que Lara soit seule dans la sienne. Pour eux, c'est normal de vivre seul sans contact. C'est même une recommandation. Mais Jor-El n'aime pas ça, car cela lui fait peur. Et de son côté, il s'intéresse beaucoup à l'espace. Après avoir récupéré Clark, ils l'ont examiné. Et pour Lara, Clark possède un ADN inférieur. Mais Jor-El voit les choses autrement. Alors il demande, et si c'était elle dans ce vaisseau, aurait-elle survécu à un tel voyage dans l'espace sans combinaison comme cet enfant? Conclusion, certes son ADN semble inférieur, voire moins complexe, mais il est bien plus robuste que le leur. À la différence d'eux, Clark n'a pas besoin d'une deuxième peau pour survivre. Lorsqu'il parle d'une deuxième peau, il parle de leur combinaison. Sans leur combinaison, les Kryptoniens ne sont pas grands
grand-chose. Ils vivent toute leur vie avec cette combinaison. Lara prend les déclarations de Jor-El comme un mépris envers son propre peuple. Jor-El comprend que Lara méprise les autres peuples alors que l'évolution de leur race n'a fait que les rendre plus faibles. Après avoir installé Clark dans une pièce à part, il lui a donné plus d'oxygène. En voyant cela, Lara le traite d'irresponsable, car quand bien même il arrive à le sauver, cet enfant ne pourrait jamais mener une vie normale sur Krypton. Il serait simplement un invalide. Et dans le pire des cas, il attirerait la curiosité des scientifiques, ce qui fait que sa vie ne serait pas si belle que ça. Pour Jor-El, si cet enfant n'a pas sa place sur Krypton, alors il créera une place pour lui. Ainsi, le temps passe, et pour maintenir Clark en vie, Jor-El a installé un champ de gravité nul. Le but est de le garder ainsi et d'augmenter progressivement la gravité et la pression atmosphérique, afin que l'enfant puisse s'adapter avec le temps. Et attention, pour savoir comment s'occuper d'un enfant, il a dû fouiller dans les archives. Pour eux, éduquer un enfant, à savoir s'en occuper, demande des compétences perdues jadis. Des compétences perdues dans les livres, des mythes, des manuscrits transmis de génération en génération. Franchement, non, c'est du foutage de gueule. C'est n'importe quoi, frère. Non mais attends, pour changer une couche, tu dois lire un livre. Alors imaginez pour manger. Alors là, il faut une thèse. Alors bien sûr, dans tout ça, Jor-El fait attention. Certaines choses que font les Kryptoniens ne sont pas bonnes pour un enfant humain. Du coup, Jor-El s'est adapté. Avec le temps, il observe que l'enfant est intelligent, curieux et se rapproche de lui lorsqu'il s'approche. Et pour une raison que Jor-El ne comprend pas encore, il développe un attachement particulier pour cet enfant qu'il appelle d'ailleurs « mon petit étranger ». Tout cela, il l'écrit dans son journal et c'est de cette façon qu'on sait ce qu'il pense et ce qu'il fait. Un jour, Lara vient le voir, ce qui surprend Jor-El, car cette fois-ci, elle vient de sa propre volonté, alors qu'avant, c'est Jor-El qui l'obligeait à sortir de sa bibliothèque. Rapidement, elle l'insulte. Elle le traite de pervers sensualiste, de manipulateur de données et d'autres choses. Pour mieux comprendre pourquoi Jor-El est traité de pervers, souvenez-vous durant leur première rencontre. Jor-El avait touché Lara lorsqu'il pensait qu'elle n'allait pas bien. Pour elle, c'est une agression. Mais attends, ne serait-ce pas ce qui se passe chez nous en ce moment? Carrément, en ce moment, ça porte plainte parce qu'on a sauvé des meufs. Mais on est des Kryptoniens en fait. Alors, elle n'est pas venue juste comme ça. Il s'avère que Jor-El avait utilisé les cellules de Lara sans sa permission pour les mélanger avec celles de l'enfant. Elle n'était pas d'accord pour ça, d'où sa venue. Mais en arrivant, sa surprise est totale. L'enfant est toujours vivant et en pleine forme. Jor-El lui fait savoir qu'il est vivant et en plus de ça, il devient encore plus fort de jour en jour. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle est émerveillée et fait savoir à Jor-El qu'il est unique en son genre. Aucun Kryptonien n'est comme lui. Et là, elle ne parle pas de l'enfant, mais de Jor-El. Est-ce un compliment? Eh bien, je ne sais pas. Pendant un court instant, Lara se calme et admire l'enfant. Mais lorsqu'elle entend pour la première fois la voix de Clark, son expression change. Il vient de prononcer son nom. Il s'avère que c'était ses premiers mots, et ses premiers mots étaient son nom, Lara. À ce moment-là, Jor-El est contacté par son père, qui se connecte à toute sa maison sauf au laboratoire où se trouve l'enfant, car Jor-El a fait en sorte qu'aucune information ne puisse entrer ou sortir du laboratoire. La raison pour laquelle son père le demande, c'est que le conseil des anciens veut le voir. Ils sont venus pour annoncer la mort de Zone M. Et en réalité, la mort chez les Kryptoniens est extrêmement rare. Ça n'arrive pas souvent, j'ai envie de te dire. Alors avec les Kryptoniens, tout est régulé. Lorsqu'il y a une mort, il doit y avoir une naissance. Et c'est vraiment ni plus ni moins. Il n'y a pas de naissance inutile. Dans une famille, il ne peut pas par exemple y avoir 12 enfants pour rien. Non, s'il y a un mort, on leur donne un enfant. Pas plus. Et du coup ici, Jor-El est choisi pour être le père du nouveau Kryptonien qui doit remplir cette place disponible. Alors oui, c'est un mariage arrangé et on lui donne un enfant juste comme ça. D'ailleurs, la grand-mère de son épouse porte le nom de Nara. Vous le sentez venir la coïncidence? Allez, je vous épargne l'attente. La petite fille de cette Nara n'est autre que celle remplie de bonté, de bonnes valeurs et de patience nommée Lara. Et la réponse de Jor-El lorsqu'on lui a annoncé cela, c'est que cela explique beaucoup de choses. En voyant tout ça, on pourrait penser que Lara est tombée amoureuse de lui et qu'elle a manigancé un peu les choses pour que cela arrive. Mais non, elle apparaît peu après l'annonce pour demander que tout soit annulé. La situation devient un peu délicate car Jor-El, dans cette situation, n'a pas d'autre choix que d'expliquer toute l'histoire. Alors rapidement, il dit qu'il est d'accord avec Lara concernant le mariage. Il dit ça non
pas parce qu'il n'a pas envie d'épouser Lara, mais plutôt parce qu'il a déjà un enfant. Tout cela ravit Lara et elle lui demande de tout révéler. Jor-El passe donc son temps à expliquer que tout cela n'était pas prémédité, qu'il ne connaissait pas l'existence de l'enfant avant le crash. Lorsqu'on lui demande ce qu'il compte faire de cet enfant, Jor-El répond qu'il prévoit d'en faire un enfant normal. Il l'élève afin qu'il puisse un jour trouver sa place dans la société kryptonienne. Il prévoit même de le nommer comme étant son héritier, le 23e de sa famille, et il portera le nom de Kal-El. On pourrait penser que Lara a gagné et que sa famille va faire en sorte que l'enfant disparaisse à jamais et qu'il ne reconnaisse pas l'union des deux familles. Mais non, c'est plus compliqué que ça, ce n'est pas si simple. Pour garantir la sécurité de l'enfant, Jor-El prend la décision de discuter avec Lara pour avoir un compromis. Son but, c'est qu'elle soit de son côté, car après tout, leurs destins sont liés. Ils étaient dans la bibliothèque lorsqu'ils ont découvert l'enfant. Étrangement, après ça, leur famille décide d'une union. Jor-El veut donc qu'elle participe au processus de socialisation de l'enfant, son éducation, lui apprendre tout ce qu'il faut pour être un kryptonien. Pour Lara, si c'est pour lui apprendre tout l'opposé de Jor-El, alors elle informe qu'elle y réfléchira. Avec le temps, Clark grandit et passe encore plus de moments avec son père Jor-El. Ils passent par exemple leur temps à regarder des films. Alors bon, ce ne sont pas des films joyeux, c'est plutôt des documentaires de conflits, de diplomatie, de guerre et de fin du monde. Et ce qu'ils lui montrent en réalité n'est rien d'autre que la réalité de Krypton. C'est l'histoire de leur monde. En gros, les Kryptoniens, pour rester en vie très longtemps, ont créé des clones d'eux-mêmes dont ils n'ont pas hésité à prélever des organes pour se maintenir en vie. Le but en montrant cette partie de l'histoire kryptonienne à Clark, c'est d'observer sa réaction. Et en apprenant cela, ça le met très en colère. Pour Jor-El, réagir de cette façon revient à répéter la même erreur que les anciens. La haine a failli anéantir la société kryptonienne. Au final, il informe que les Kryptoniens ont décidé de s'éloigner de toutes les émotions. C'est la raison pour laquelle les Kryptoniens vivent seuls, isolés, car une théorie dit que la proximité entraîne le conflit. Ah ben écoutez les amis, les théories ne vont pas très loin chez les Kryptoniens. Moi j'ai une théorie, il faut buter tous les vieux. Pourquoi? Ah ben comme ça ils arrêteront de nous casser les couilles. Alors pardon les vieux, j'ai rien contre vous. Mais s'il vous plaît, de grâce, lorsque nous avons le malheur de nous croiser à l'extérieur et que moi, avec la bonté d'âme que j'ai, je fais l'effort de vous dire bonjour, ayez au moins l'amabilité de faire en sorte que cela soit réciproque, bordel. Dites bonjour en retour. Alors je dis ça parce que j'ai un voisin, c'est difficile. Dernièrement, j'ai décidé carrément de ne plus lui dire bonjour et de ne même pas le regarder pour voir sa réaction. Ça fait 1 mois que ça dure. Alors dans tout ça, la curiosité pousse Kal-El à demander à son paternel à quoi ressemblait Krypton avant les banques de clones. Malheureusement, aucune trace ne reste de cette époque. Pour Jor-El, ce ne sont que des légendes et des mythes. Quand on écoute Jor-El, on dirait qu'il ne croit même pas en cette période. Car comme il le dit, sans preuve, pour lui, ce n'est qu'un mythe. Et à la fin, il lui dit simplement de façon directe d'accepter la réalité. En fait, c'est comme s'il essaie de cacher l'histoire de Krypton à Kal-El. Étant jeune, il n'a eu d'autre choix qu'accepter, mais sa curiosité n'a jamais cessé. Avec tout ça, il commence à s'inquiéter pour Kal-El, car comme vous l'aurez remarqué, depuis quelque temps, il pose des questions, beaucoup de questions. Alors il contacte Lara pour lui demander si c'est elle qui lui avait donné des archives ou autre. Clark étudie la science, et Lara n'a fait que lui fournir un programme standard et quelques divertissements adaptés à un enfant. La raison de son inquiétude, comme vous l'aurez compris, c'est que Kal-El pose des questions qui n'ont rien à voir avec les cours qu'il suit. Et ce qui frustre Jor-El, c'est son incapacité à satisfaire la curiosité de son fils. Lara lui recommande de contacter son père, car ce dernier a déjà eu l'expérience d'élever un enfant bizarre. Alors oui, elle se fout totalement de sa gueule, car sur Krypton, le seul enfant un peu bizarre, c'est justement Jor-El. Le temps passe et Jor-El constate que malgré le fait qu'il demande à Clark d'arrêter de fouiller sur le passé, ce dernier continue à s'intéresser à la préhistoire de Krypton. Il trouve Clark plutôt frivole, qu'il gaspille son temps alors qu'il est très intelligent. En fait, Clark aime sortir, il aime explorer et n'apprécie pas le mode kryptonien qui impose l'isolement. C'est pas vraiment son délire tout ça. On apprend que la planète Krypton est en train de mourir. Plus le temps avance, plus les
signes de la fin se révèlent. Et pour Jor-El, son fils étant un génie, il ne devrait pas perdre son temps sur des choses inutiles. Il veut plutôt qu'il l'aide à trouver un moyen de sauver leur monde. Il estime même avoir failli en tant que père. Oui, il dit ça juste parce que Clark aime explorer et découvrir de nouvelles choses. De son côté, Kal-El part à la recherche d'artefacts. Il examine la planète dans l'espoir d'en trouver un. Mais plus il avance, plus il constate que les séismes augmentent. Il semble que la planète est sur le point d'exploser. Avant, ce n'était que quelques secousses. Maintenant, c'est devenu fréquent. Mais cela ne l'empêche pas de continuer sa quête. Et justement, un séisme va leur permettre de découvrir quelque chose d'inhabituel. Sa machine nommée Crypto l'informe qu'elle a détecté une soudaine surcharge d'énergie provenant de la montagne. Sans hésiter, Clark part, malgré les avertissements de Crypto. Il fouille les lieux et découvre une lueur verte. Ce qu'il voit, c'est un corps. Et à côté de ce corps inerte de vie depuis très longtemps, se trouve une batterie de lanterne. Crypto analyse le corps et l'informe que c'est une forme de vie inconnue, à base de silicium. D'après l'analyse de la zone, cela fait plus de 200 000 cycles qu'il est là, soit 200 000 années kryptoniennes. Crypto explique aussi que cet être vient d'ailleurs et qu'il est simplement tombé du ciel. Ce qui surprend Clark, ça n'a aucun sens. L'une des choses qui l'empêche d'accepter juste cette information, c'est que d'après les archives kryptoniennes, les kryptoniens n'ont jamais été en contact avec une civilisation extérieure. Alors sa curiosité le pousse à porter la bague et récupérer la batterie de lanterne. Étrangement, lorsqu'il a fait cela, une voix s'est manifestée et lui a dit exactement quoi faire, notamment les mots à prononcer devant la batterie de lanterne. Ainsi, l'enfant de Jor-El obtient le pouvoir des Green Lanterns. Désormais, il peut se débarrasser de sa combinaison. Après ça, il décide de rentrer chez lui, car cela fait 7 mois qu'il n'est pas revenu. Suite à cette découverte, il a voulu en parler à son père. Alors, dans la joie et surtout dans la précipitation, il a oublié tout son matériel derrière lui et s'est précipité pour rentrer. Sauf qu'une fois arrivé, il constate l'inquiétude sur le visage de son père. Il essaie de lui expliquer sa découverte, mais son père est tellement préoccupé qu'il ne veut rien entendre. Il est inquiet, mais aussi épuisé. À ce moment-là, il réalise que c'est la première fois qu'il voit son père Jor-El dans cet état. Et ce dernier est tellement préoccupé qu'il ne remarque même pas que son fils a changé. La situation est si grave que Crypto l'informe que le rythme cardiaque de Jor-El a augmenté. Son corps manifeste une très forte inquiétude. Voyant ça, Clark décide de découvrir par lui-même en fouillant dans les archives et les documents de son père, sans son autorisation. Puisque son père Jor-El ne veut pas lui en parler, il décide de découvrir la vérité pour pouvoir l'aider. Sauf qu'après son geste, Jor-El arrive et lui demande comment il a osé toucher à ses affaires. C'est là qu'il se rend compte des changements de son fils Clark. Enfin, Kal-El. Et Kal-El, ayant trouvé ce qui inquiétait son paternel, lui demande pourquoi il n'a pas prévenu que Krypton était condamné. Pourquoi n'a-t-il pas révélé sa découverte? Leur planète va mourir. Et ce qu'il ne comprenait pas, c'est que son père avant lui avait dit que l'appareil des anciens avait été détruit. Alors comment la planète peut-elle mourir? En fait, les anciens de leur monde avaient construit un appareil qui est en quelque sorte responsable de la destruction petit à petit de leur monde. Alors Jor-El confirme que cet appareil a bien été détruit, mais qu'il a provoqué une réaction en chaîne au niveau du noyau de Krypton. Et maintenant, après 100 siècles, la planète a perdu toute vitalité. Autrefois verte, elle est aujourd'hui désertique. Kal-El comprend qu'ils ont empoisonné leur planète avec des particules qui s'infiltrent dans le noyau. Ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi garder ça secret. La raison de Jor-El, c'est qu'il n'y avait plus rien à faire. Une fois que tout atteindra la masse critique, la planète va juste exploser. Inquiet, Kal-El demande quand cela arrivera. Malheureusement, Jor-El ne peut pas savoir exactement quand cela allait arriver, mais il sait qu'ils sont proches. Après avoir entendu cela, Kal-El part immédiatement. Alors non pas parce qu'il a peur et qu'il veut s'enfuir, non, il utilise sa forte volonté pour augmenter son pouvoir. Puis contacte Crypto, son assistant, sa machine, pour qu'il puisse le mettre en lien avec son père. Il explique à son paternel qu'il a tiré un filet d'énergie pour attirer des météores. Beaucoup de météores. Il parle en milliers. Il prévoit de les reformer, les transformer. Son plan est tellement complexe que même Jor-El, un génie parmi les génies, ne comprend
comprend pas ce qu'il veut faire. Mais finalement, il comprend et finit par dire les mots suivants. Clark est le salut de leur monde, leur sauveur. Alors qu'il observait tout cela, Kal-El s'assoit sur l'une des tiges qu'il venait de former. Ce sont les météores qu'il a modifiés milliers par milliers pour former des tiges. Des milliers de colonnes qu'il allait envoyer vers Krypton. Ce sont des tiges qui lui serviront à stabiliser les points de tension à la surface de la planète. Et grâce à sa grande volonté, il peut toutes les contrôler simultanément. Ce qui montre déjà que pour un Green Lantern, il est extrêmement puissant. Ainsi, il les enfonce dans la planète, provoquant des mini-séismes. Bon, il détruit quelques structures, mais rien de grave. Et tout cela sous les yeux admiratifs de son paternel, Jor-El, qui n'en croit pas ses yeux. Bien qu'il vient de comprendre le plan de son fils, Jor-El décide de vérifier pour confirmer. Certes, théoriquement, il est possible d'arrêter le problème en envoyant des colonnes massives de métal vers le noyau planétaire, mais Jor-El est un scientifique. Il veut se prouver à lui-même que cela fonctionne. Il veut en être sûr et se convaincre par la science. Et il constate, après analyse, que son fils avait trouvé la solution. Les colonnes massives de métal servent de contrôleurs qui stoppent les réactions en chaîne. Et ce sont justement ces réactions qui allaient détruire la planète. C'est à ce moment-là que Lara apparaît. Après avoir vu cet événement, elle a pensé mourir et avait pensé que c'était la fin du monde. Et on le sait, lorsqu'une personne vit un choc, un moment où elle pense mourir, cela la change radicalement. Et justement, ça l'a changé. Bien qu'elle ait porté une certaine animosité envers Jor-El, étrangement, c'est à lui qu'elle a pensé en croyant mourir. En d'autres termes, de façon très complexe, pendant une page entière, elle utilise des mots très compliqués, très chiants, tout ça pour avouer ses sentiments pour lui. Dis je t'aime, c'est plus simple. Pourquoi tu nous casses les burnes? Bien heureusement, on constate rapidement que leurs sentiments sont réciproques. Après avoir terminé son travail, Kal-El envoie un message à son père disant qu'il ne rentrera pas avant d'avoir examiné tous les points d'impact. Car certes, la planète ne va plus exploser, mais il reste désormais deux grandes menaces. La première, c'est la menace des plaques vertes. Et la deuxième, ce sont les rayonnements qui peuvent sortir de l'endroit où il a envoyé ses tiges. Donc, contaminer l'air et tuer tout le monde. Oui, sauver Krypton n'est pas si simple. Alors ça, c'est un message qu'il avait prévu d'envoyer. Mais finalement, il va l'annuler. Il n'enverra pas ce message car il a découvert quelque chose. L'un des impacts lui a permis de révéler des vestiges montrant qu'autrefois, sur Krypton, beaucoup vivaient dans des maisons communes. En gros, il découvre une petite ville. Ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi cela n'a jamais été consigné dans les livres d'histoire. Il découvre énormément de choses et une fois terminé, il retourne voir son père après avoir été convoqué par les anciens. Alors je ne l'ai pas dit au début, mais les Kryptoniens ont une forme spéciale pour communiquer. Lorsqu'ils s'adressent à un aîné, une personne, ils commencent toujours par une forme de politesse. S'ils arrivent en retard, ils rajoutent dans cette forme de politesse une excuse et expliquent la raison pour laquelle ils sont en retard. Et en retour, la personne avec laquelle il est en train d'échanger doit accepter son excuse avec une forme de politesse. Les discussions sont extrêmement chiantes et jusqu'à maintenant, je vous ai épargné tout ça. Non, franchement, normalement, vous devez me remercier, les gars. Alors mettez un like parce que si ça continue, je vais vous insulter avec une forme de politesse telle que même les Kryptoniens vont dire il abuse. Kal-El est arrivé avec de nombreux reproches, notamment sur le fait que leur monde soit à l'agonie. Pour lui, la cause n'est ni une radiation ni une peste, mais bien les Kryptoniens. Ils auraient pu eux-mêmes trouver un moyen pour sauver leur monde. En fait, leur monde stagne. En gros, ils n'avancent plus technologiquement, scientifiquement, socialement. Rien ne progresse. Pourquoi? Parce que, je le rappelle, ils ont peur et vivent isolés. Aucun contact et chacun craint tout le monde. Souvenez-vous de la réaction de Lara lors de sa première rencontre avec Jor-El. Et Clark ajoute même que ce qui les a sauvés, c'est une technologie extra-kryptonienne. Et il fait un constat tragique. Si un autre kryptonien à part lui avait trouvé cet objet, à savoir l'anneau et la batterie de lanterne, il l'aurait probablement jetée ou détruite simplement parce qu'elle n'est pas kryptonienne. Donc il se serait débarrassé de la chose qui aurait pu les sauver. Au lieu de chercher à comprendre quel est cet objet, découvrir sa science et l'exploiter. Il a constaté que les Kryptoniens n'enquêtent plus, n'explorent plus, alors qu'avant, ils étaient de grands explorateurs. Il s'avère qu'il a trouvé des traces de l'ancien
Krypton. Et pour lui, le remède pour sauver la planète, c'est de retrouver leur passé. Après avoir dit tout cela, après avoir révélé cela, il s'en va simplement. Mais ce n'est pas tout, car depuis peu, Clark commence à faire des rêves. Lorsqu'une sentinelle de Krypton a examiné sa mémoire, elle a découvert un passé qu'il a oublié depuis longtemps. Vous l'aurez compris, le passé qui est enfoui en lui et qui l'empêche de dormir, ce sont ses origines, sa terre natale, à savoir la planète Terre. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, il ne comprend pas d'où viennent ces images, ni pourquoi elles lui semblent familières. Il voit un vaisseau, des images de deux personnes, mais ne sait pas qui sont ces gens. Cela est si perturbant qu'il se demande si ce n'est pas la lanterne qui lui a implanté ses souvenirs. Et étrangement, il est persuadé que son père Jor-El connaît la vérité. Alors il décide d'aller le voir pour en parler. Et Clark est très direct. Il lui demande où il est né. Jor-El ment en prétendant qu'il est né comme tous les enfants kryptoniens, dans la matrice de gestation. Sauf que pour Kal-El, cette réponse possède une erreur. Les enfants nés dans la matrice de gestation sont tous parfaits. Aucune anomalie d'ADN, rien du tout. Alors que lui ne l'est pas. Il possède un exosquelette alors que les kryptoniens n'en ont pas. De plus, il a passé 11 ans de sa vie dans le laboratoire de son père. Il l'informe donc que depuis peu, il voit des images d'un dieu qui n'est pas Krypton et des gens qui ne sont pas kryptoniens. Son père Jor-El préfère éviter le sujet. Voyant cela, Clark décide d'utiliser les coutumes kryptoniennes et l'oblige par serment familial à dire la vérité. Est-ce qu'il vient de ce monde ou non? Alors, on apprend qu'en fait, il avait raison. Ce n'est pas vraiment la sentinelle qui lui a fait revoir ses souvenirs, mais plutôt la batterie de lanterne qui a en quelque sorte révélé de vieux souvenirs. Depuis lors, vous l'aurez compris, il cherche des réponses. Lors de sa discussion avec son père Jor-El, il a réussi à obtenir quelques réponses, notamment la confirmation qu'il ne vient pas de ce monde. Jor-El l'a informé qu'il a fait en sorte qu'il puisse vivre sur Krypton. Il l'a adapté à l'environnement et lui a donné une sorte de combinaison, un exosquelette de métal lui permettant de bouger à sa guise. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais cet exosquelette doré l'avait rendu plus fort. Il pouvait sauter plus loin, plus haut et lui avait conféré une force physique incroyable. Mais malgré ça, il était très faible par rapport aux Kryptoniens. Au passage, la personne qui l'a aidé à apprendre la vérité, c'est Lara. C'est elle qui a demandé à Jor-El de lui révéler la vérité. Alors bien sûr, Jor-El ne sait pas d'où vient Clark. Cependant, il a raconté absolument tout ce qui s'est passé. Surpris en apprenant la vérité et surtout curieux, il voulait savoir s'il y avait des archives indiquant par exemple d'où il venait. Malheureusement, il n'y avait rien. Clark se retrouvait donc au point de départ. Il savait qu'il ne venait pas de Krypton, mais il ne savait pas d'où il venait ni qui étaient ses véritables parents. Bien qu'il était frustré, il a rapidement compris les risques que Jor-El a pris pour le sauver. Car rappelons-le, lorsqu'il est arrivé sur Krypton, Jor-El l'a caché de tous. Il l'a soigné et tout cela avait fait de lui un criminel selon les lois kryptoniennes. Pour Jor-El, tout ce qu'il a fait, c'est ce qu'il pensait être juste. Alors, après avoir appris tout ça, Clark prend le temps de réfléchir. Ce qu'il sait, c'est qu'il ne pourra jamais rembourser ce que Jor-El a fait pour lui. Il a sacrifié sa vie pour sauver la sienne. Bien qu'il soit attaché à Krypton, il veut découvrir qui il est vraiment, d'où vient-il et où est sa place. Alors pour pouvoir trouver une réponse, il décide d'utiliser l'anneau de pouvoir sur son esprit, tout en espérant que ce dernier pourrait trouver des traces de réponse. Cependant, une fois qu'il a entamé cette action, la batterie s'est activée pour lui demander d'arrêter. Car s'il continue, il mourra. Un peu perturbé, Kal-El lui demande pourquoi devrait-il le croire. Alors la batterie lui fait savoir que sans entraînement, dans la meilleure des situations, il deviendra juste fou. Et dans le pire des cas, il mourra. Kal-El cherche alors à savoir comment il peut faire cette formation. La personne derrière la batterie de lanterne lui parle d'un dieu nommé Oa. Pour pouvoir s'entraîner et faire la formation, il fallait se rendre sur cette planète. Sans attendre, Clark prend la décision de se rendre sur Oa, grâce à la batterie de lanterne qui indique le chemin. Il a donc parcouru une distance juste énorme, mais a fini par arriver sur Oa. Et devant lui se trouvait la grande batterie de lanterne, celle qui recharge les batteries des lanternes. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, juste au cas où, on ne sait jamais, à tout moment vous venez juste de sortir de votre grotte, sachez que Oa est
le quartier général du corps des Green Lantern. Dans toutes les histoires concernant les Green Lantern, en général, Oa, c'est leur base. Dans tout ça, Clark va rencontrer pas mal de lanternes, comme par exemple Kilowog. D'ailleurs, il considère les autres comme étant des créatures étranges, alors que non, ils sont simplement différents de lui. Et d'ailleurs, eux aussi peuvent le voir comme étant une créature étrange. Tout dépend du point de vue. À son arrivée, il s'est dirigé vers la salle du Conseil des gardiens de l'univers. Et on apprend que les gardiens ont créé le corps des Green Lantern il y a de cela 3 milliards d'années. Alors, ce n'est pas une information générale, car dans d'autres histoires concernant les Green Lantern, comme la chronologie principale, c'est bien plus que ça, environ 10 milliards d'années, voire un peu plus. Je me base ici bien sûr sur l'existence de Volthoom, car Volthoom est âgé d'à peu près 10 milliards d'années. Et Volthoom, c'est l'être qui a en quelque sorte donné ce pouvoir aux gardiens. C'est lui qui a apporté le pouvoir du spectre émotionnel aux gardiens de l'univers. Donc ici, l'histoire est vraiment différente concernant l'origine des gardiens. Quoi qu'il en soit, lors de son arrivée, il sera félicité par les gardiens, qui trouvent qu'il avait sauvé sa planète de façon héroïque. Et là, Clark comprend que ce sont ces gardiens qu'il avait entendus tout le long à travers la batterie de lanterne. Alors, il leur demande de lui apprendre à utiliser l'anneau de pouvoir pour explorer sa mémoire. Ils acceptent de lui enseigner la technique. Cependant, il n'y avait aucune certitude qu'il arrive à la maîtriser. Le danger est grand et il peut se retrouver piégé dans une boucle infernale, comme l'ont été ceux qui ont tenté de suivre ses pas. Mais alors, pourquoi c'est dangereux? Eh bien, c'est simple. Ça, c'est la volonté du porteur de l'anneau. Ça, c'est l'esprit du porteur. Et c'est justement là où il veut récupérer les souvenirs perdus. Le problème, c'est que l'esprit contrôle la volonté. Donc, une fois que la volonté contrôle l'esprit qui contrôle la volonté, cela crée une boucle dangereuse qui peut causer un sacré désordre dans l'esprit. La solution était donc d'apprendre à bloquer toute chose mentalement, sauf soi-même et l'anneau de pouvoir. Il fallait réussir à s'isoler avec l'anneau de pouvoir, et le gardien finit en disant que cela peut paraître simple comme impossible. Clark a donc passé plusieurs semaines dans cet endroit. Et enfin, après plusieurs semaines, il a pu voir quelques fragments d'une personne dont il ignore l'identité. Cela fait si longtemps qu'il est là que sa barbe a eu le temps de pousser. À ce stade, le gardien lui demande de s'abandonner à l'anneau de pouvoir. De cette façon, cela pourrait marcher. Ainsi, après l'avoir fait, il découvre qu'il avait une famille, un nom, mais il découvre aussi une autre vérité, la fin de leur monde. Alors il découvre tout ça, mais c'est de façon très floue. Il n'arrive pas vraiment à comprendre tout ça. De plus, il ne savait pas où se trouvait cette planète, ni quel était son nom. C'est là qu'intervient le gardien, qui l'informe que pour savoir où se trouve la planète, il suffit de se baser sur sa technologie grâce aux souvenirs qu'il a pu récupérer. En fouillant dans les archives des gardiens, qui contiennent des données de milliards de mondes connus, ils peuvent trouver la planète. Pour cela, Clark devait utiliser son anneau de pouvoir sur le système, lui envoyer toutes les données qu'il a obtenues. Et l'ordinateur allait analyser leurs archives afin de déterminer quelle civilisation il s'agit et quel monde correspond à la description. Cela les a conduits à un secteur nommé le secteur 2814, un lieu nommé le système solaire, où se trouve une petite planète appelée Terre. Alors, les images qu'ils voient ne sont pas la Terre de maintenant, car ces images datent d'un siècle. C'est la dernière fois qu'ils ont enregistré cette planète. Des données plus récentes montrent que la planète a été frappée par une masse et le gardien l'informe que la collision s'est produite au moment de sa naissance. En colère, Clark demande pourquoi la lanterne de ce secteur n'a-t-elle pas dévié cette masse. Malheureusement, le gardien informe qu'il était occupé ailleurs, dans une guerre interstellaire. Donc, il comprend que les gardiens ont préféré ne rien faire. Ce dernier, n'ayant pas vraiment de réponse, l'informe qu'ils ne sont pas des dieux et possèdent des limites. En colère, Clark a juste préféré partir après avoir découvert cette vérité. Mais arrivé dans le secteur 2814, lorsqu'il voit la Terre, il se demande s'il ne s'est pas trompé de monde, car la planète ne ressemblait pas à celle que le gardien lui a montrée. Il va donc se mettre en quête de recherche de survivants. Dans un premier temps, il s'est rendu en Asie, là où a eu lieu le point d'impact. Aucune trace de vie. L'inverse m'aurait étonné. En Alaska, il est tombé sur un feu qui ne cesse de brûler. Sur une île nommée Themyscira, où se trouvent des secrets cachés depuis longtemps, les habitants ont été incinérés et enterrés par l'éruption d'un volcan sous-marin. L'Atlantide s'est effondrée.
aucune trace de vie. Gotham City n'est que ruine et désolation. Il constate que l'impact de l'astéroïde est certes la cause, mais ce n'est pas ce qui a tué tout le monde après l'impact. En fait, après l'impact, des phénomènes naturels ont accentué le désastre, rendant la vie quasi impossible à certains endroits. Mais dans cette désolation, au large des côtes africaines, Clark est tombé sur un bateau qui allait chavirer. Sur ce bateau, il a trouvé un homme qui parlait une langue qu'il ne comprenait pas. Il va donc utiliser l'anneau de pouvoir pour traduire. Il s'avère que cet homme l'avait pris pour un ange venu du ciel. Alors il se présente comme étant une lanterne venue de très loin pour aider. Et Clark lui demande s'il y a d'autres survivants. Et là, il découvre que, d'après certaines rumeurs, seulement 1 million de personnes, voire peut-être 2, ont survécu. Alors il décide d'accompagner cet homme et de l'aider à rejoindre les côtes. Grâce à lui, il va aussi obtenir pas mal d'informations. Et tout cela va le conduire vers Metropolis. Arrivé, il entend une voix. Des haut-parleurs sont installés dans les rues pour faire des annonces. La personne qui parle dans les haut-parleurs incite les gens à se regrouper pour former une colonie. Il se qualifie comme étant les anges du destin. Alors oui, vous l'aurez compris, c'est une milice, une sorte d'organisation radicale menée par nul autre que Lex Luthor. Il se considère comme étant ceux qui allaient changer le monde, ceux qui allaient mettre en place une nouvelle civilisation. Et Lex Luthor fait savoir à ces hommes qu'il y a de cela longtemps, les humains comptaient sur des gens appelés des super. Certains étaient rapides, quelques-uns étaient puissants et d'autres utilisaient la magie. Désormais, ils ne sont plus de ce monde. Ils ont été emportés par les flammes, la destruction. Et d'après lui, ils n'ont pas été assez forts comme eux. Il informe son armée que parmi ceux qui refusent de les suivre se trouve un îlot d'isolement, le bâtiment du Daily Planet. Dans cet endroit se trouve une faction qui, à de nombreuses reprises, a refusé de les rejoindre. Et pour lui, il ne pouvait pas permettre une telle chose. Ils allaient donc unir leurs forces pour les soumettre. Après avoir entendu cela, Clark s'est rendu au Daily Planet. Et sur le toit, il va faire la rencontre d'une personne qui, au début, pensait qu'il avait été envoyé par Lex Luthor. Comme avec sa première rencontre, Clark va se présenter sous le nom de Kal-El et dit être un visiteur venu pour offrir son aide. Désormais, sur Terre, on parle de factions, de tribus et d'autres noms pour dire groupe. Alors, ce n'est pas tout, car dans le Daily Planet, Martha et White sont vivants. Je le rappelle quand même pour ceux qui ne se souviennent plus, car l'histoire commence à être un peu longue. White, c'est celui qui avait démissionné du Daily Planet, car il s'était rendu compte que le mari de Martha, à savoir Jonathan, avait raison concernant l'astéroïde. Et le directeur ne voulait pas accepter cette vérité. Depuis la catastrophe, ils se sont installés dans le Daily Planet. C'est un endroit qui est parfait pour se protéger. Ils ont la hauteur, ils ont créé des barrières et c'est vraiment impec. De temps en temps, ils font des sorties et par exemple aujourd'hui, ils ont pu récupérer un moteur de générateur. C'est là que Clark apparaît. Au début, ils ont été surpris par sa tenue. Ensuite, par sa force et son pouvoir. Perry White va chercher à comprendre et surtout à connaître son histoire. Mais Clark avait des choses plus urgentes à discuter. Il va donc informer concernant la tribu de Lex Luthor, qui prévoit de les attaquer bientôt. Il s'avère que ce n'était pas la première fois que la brigade des hypersecteurs de Luthor ont tenté de prendre le Daily Planet. En fait, ils ont tenté plusieurs fois de le prendre et jusqu'à présent, ils n'ont jamais réussi. La raison pour laquelle ils veulent recommencer, c'est parce que d'après certaines rumeurs, ils ont trouvé de nouvelles armes. L'une des raisons qui pousse White à refuser de s'allier avec l'hypersecteur de Lex Luthor, c'est à cause d'un garçon nommé Deck. Il ne possède pas de jambes et les groupes comme celle de Luthor se débarrassent de toute personne qu'ils estiment être inutile. Ils ne prennent pas en compte aussi les personnes âgées comme Martha. Et White finit en disant que si seulement ils avaient écouté le mari de Martha à l'époque, alors ils ne seraient pas dans cette situation. C'est là qu'apparaît Martha et Clark se présente sous le nom de Kal-El. Alors naturellement, Martha discute avec lui et lui demande d'où vient-il. Il ne parle jamais du fait qu'il vient de la Terre, mais dit toujours qu'il a été élevé sur une planète lointaine appelée Krypton. Alors Martha décide de s'occuper de lui et pour ça, elle commence par une petite visite des lieux. Dans leur groupe se trouvent d'excellents artisans et pour elle, sans eux, la survie serait difficile. Ils essayent de cultiver dans les champs, mais avec l'atmosphère actuelle de la Terre, les récoltes sont faibles car la lumière du soleil passe rarement à travers les nuages. Dans ces lieux, Martha s'occupe assez souvent des nouveaux arrivants. En fait, elle observe leurs réactions, leurs manières pour savoir si ce sont de bonnes personnes
de mauvaises personnes, voire des espions. En regardant Clark, elle avait l'impression qu'il lui était familier et qu'il ressemblait à son mari, Jonathan, mort depuis quelques années. Et encore une fois, bien sûr, Clark ne va jamais parler de son passé. Il est simplement venu pour aider, non pas pour raconter son histoire. Et on remarque une chose assez intéressante. Bien que la situation soit tragique, soit un peu difficile, Martha reste toujours heureuse, même si, au fond, elle est un peu triste d'avoir perdu son mari et son enfant. Alors dans tout ça, Martha va le présenter à une personne. Cette personne, c'est Lois Lane. Elle est réputée pour être une rebelle extrêmement dure. Alors qu'ils discutaient, une enfant apparaît et demande à tout le monde de se mettre à son poste de combat. L'équipe de Luthor était en approche. Les lieux avaient été barricadés. Ils possèdent des armes, des véhicules terrestres et chacun avait un rôle. Alors qu'ils attendaient, au loin apparaît un brouillard de poussière. Le silence fait résonner le bruit des moteurs. Puis 3 tanks apparaissent et derrière eux, plusieurs véhicules transformés en véhicules de guerre. Les motos ont été modifiées, les bus modifiés, tout véhicule a été modifié. Arrivé, Lex Luthor leur demande de déposer les armes et de rejoindre son armée. S'ils refusent, alors il allait leur montrer son nouveau jouet. Il s'avère que sa nouvelle arme, dont il était extrêmement fier, ce sont justement les tanks. Il va donc leur montrer sa puissance de destruction en détruisant un bâtiment se trouvant à proximité. Lorsque Kal-El a voulu intervenir, White l'a arrêté. La raison, c'est qu'il voulait montrer à son peuple qu'ils peuvent tenir face à Luthor sans l'aide de qui que ce soit. La situation va partir en vrille. Certains vont perdre la vie. Et quant à Clark, comme on lui a demandé de ne pas intervenir, il ne fait que se défendre. Alors, une question peut se poser. Est-ce qu'il possède les pouvoirs de Superman? Est-ce qu'on peut dire qu'il est un Superman ou est-ce juste un Green Lantern et c'est tout? La réponse, on va la voir un peu plus tard. Ouais, je suis sympa, je vous garde l'effet de surprise. Au final, dans cette guerre, Kal-El va intervenir pour détruire les tanks. Il va les détruire un par un et à la fin, par sa puissance, il se tient au-dessus d'eux pour annoncer la fin de cette guerre. Il leur demande de retourner à leur campement, car ces gens étaient sous sa protection. Sauf qu'il va tomber, car son anneau de pouvoir n'avait plus d'énergie. Alors, pour le coup, ici, c'est trop facile. Normalement, l'anneau de pouvoir te prévient avant de s'éteindre. Il indique même le pourcentage d'énergie restant. Mais ici, comme par magie, Kal-El est juste tombé comme ça. Ouais, alors chiez-moi dans la bouche, c'est plus rapide. Comment l'histoire, elle peut être clean, cool jusqu'à maintenant et vous me sortez une facilité scénaristique comme ça? Alors, c'est la première et ce n'est pas la dernière. Après qu'il soit tombé, il va perdre conscience et Lex Luthor va prendre la décision de le récupérer et de partir. Le but en récupérant Kal-El, c'est de découvrir comment fonctionne son anneau de pouvoir. De cette façon, il pourrait obtenir un grand pouvoir et ainsi agrandir leur armée. La guerre est donc temporairement terminée. Mais avant de partir, Lex Luthor promet de revenir avec une autre force encore plus destructrice. Alors ce n'est pas tout, car Kal-El a eu le génie de laisser sa batterie de lanterne derrière lui. Pour pouvoir le sauver, Lois décide de se rendre dans la faction de Lex Luthor avec sa batterie de lanterne. Pour cela, elle traverse des tunnels qui avaient été construits au moment où l'astéroïde allait frapper la Terre. Et sa direction, devinez quoi? C'est le palais de justice. Quelle coïncidence! Exactement l'endroit où se trouve Lex Luthor. Arrivés, ils vont tomber sur des gardes et rapidement, ils seront arrêtés. Non mais continuez de vous foutre de ma gueule. Alors non, ce n'était pas volontaire. Mais par contre, le scénariste, il sait ce qu'il fait. Arrivé dans ces lieux, il ne savait pas ce qui se trouvait derrière. Résultat, ils ont été capturés et ont rapporté la batterie de lanterne à Luthor. Et ensuite, ils ont été enfermés. Rapidement, Lois se met en colère après s'être rendu compte qu'elle venait de livrer la batterie de lanterne à celui qui détient l'anneau de pouvoir. C'est là qu'ils entendent une voix, celle de Kal-El, qui demande ce qu'elle a fait. Elle fait savoir qu'elle avait apporté la batterie de lanterne, mais que les troupes de Luthor l'ont récupérée. Après avoir dit cela, elle présente ses excuses, car elle sait qu'elle a merdé. Mais Clark lui fait savoir que ce qu'ils ont fait, c'est donner à Luthor le pouvoir de détruire le monde. En faisant cela, elle l'a rendu aussi faible qu'à sa naissance et il ne peut pas accepter de simples excuses. Le truc, c'est que lorsqu'il a frappé le mur, il s'est rendu compte qu'il n'était pas si faible que ça. C'est là qu'il se rend compte qu'il possède une force surhumaine. Il pensait qu'il était faible comme sur Krypton, sans sa combinaison. Mais en réalité, sans l'anneau de pouvoir sur Terre, il a les pouvoirs de Superman.
Alors rien qu'avec sa force, il va détruire la prison. Tout ce qu'il fera ensuite, c'est détruire tout ce qui bloque le chemin. Lorsqu'il voit des hommes armés, ses amis lui demandent de faire attention. On constate rapidement que son corps est à l'épreuve des balles. Rien ne pouvait l'arrêter. Il les massacre et récupère leurs armes avant de les donner à Loïs. L'un des hommes, après l'avoir vu faire tout ça, il lui dit qu'il pensait qu'il était humain. Sa réponse, c'est que lui aussi pensait l'être. Les balles, comme vous l'aurez compris, ça ne l'arrête pas. De plus, sa vitesse est impressionnante. En voyant cela, l'un des hommes de Luthor va lui demander d'évacuer et d'aller se cacher en sécurité. Mais ce dernier refuse, car pour lui, Kal-El ne pouvait pas l'atteindre. La raison pour laquelle il pense cela, c'est qu'ils avaient installé une sécurité sur le portail. Lorsqu'il l'a atteint, Kal-El a été frappé par une forte charge électrique. Alors non, ça ne va pas l'arrêter. Certes, il sera sonné pendant quelques instants, mais juste après, il se relève, prend un tank comme si ce n'était rien et l'utilise pour forcer l'entrée. Les hommes sont terrifiés. Lorsqu'ils arrivent dans le bureau de Lex Luthor, ce dernier continue à les menacer, leur demandant même de se rendre. Il tente même d'utiliser l'anneau de pouvoir contre lui. Alors Clark l'aide et attend de voir comment il allait le tuer avec l'anneau de pouvoir. Mais Luthor ne savait pas utiliser l'anneau. Alors Clark lui brise les doigts avant de récupérer son anneau. Il se recharge en énergie et une fois cela fait, il bloque toutes les entrées et sorties et fait savoir qu'à partir de cet instant, les hypersecteurs de Lex Luthor n'existaient plus. Ils n'avaient plus besoin d'être en guerre. Ils allaient devoir apprendre à survivre comme tous les autres citoyens. Pour Lex Luthor, faire cela, c'est les condamner à mort, car ils sont faibles et désorganisés. En fait, Clark ne veut plus des méthodes comme celles de Lex Luthor. Il a appris en lisant les archives sur Krypton que cela mène toujours à la destruction. Et d'ailleurs, il dit même qu'il vient d'un monde qui a été détruit par la guerre, par les actions des gens comme lui. Par conséquent, il est arrivé à la conclusion qu'il fallait se débarrasser de l'influence de Lex Luthor. Sans cela, ces gens n'auraient pas une vie convenable. Quelque temps plus tard, on apprend que Clark a laissé Luthor sur une île isolée. Il l'a laissé seul et l'a laissé à la merci de la nature. C'est là que Loïs va commencer à le questionner, car Clark a dit à Luthor venir d'une autre planète. Sauf qu'il avait aussi dit à un garde qu'il pensait être humain. Elle veut donc connaître son histoire. Il confirme que les deux histoires sont vraies. Il a été élevé sur une planète nommée Krypton, mais il est né sur Terre. Il raconte toute son histoire, même concernant sa force surhumaine. D'ailleurs, en racontant son histoire, il est arrivé à la conclusion que tout ce qu'a fait Jor-El pour l'aider à survivre sur Krypton a fait de lui, dans ce monde, un super-homme. Alors naturellement, il se demande, devrait-il rester dans ce monde pour mettre son pouvoir au service de ceux qui en ont besoin ou devrait-il retourner chez lui dans ce monde Krypton? C'est là qu'une voix apparaît et informe que le pouvoir de l'anneau ne devrait pas être seulement à son service. Cette voix, c'est un gardien qui apparaît et qui l'informe que son secteur, c'est le secteur 1003, l'endroit où se trouve Krypton. Il est responsable de la protection de toute vie dans ce secteur. Et concernant celui de la Terre, un lanterne était déjà protecteur de ce monde. Alors Kal-El lui demande, il s'adresse à ce gardien et lui dit « Et s'il veut rester ?» Pour le gardien, il pourrait le faire une fois qu'il aurait rendu son anneau de pouvoir et la batterie de lanterne. Il lui donne donc un certain temps pour réfléchir. Elle informe qu'une fois qu'il n'aura plus d'énergie, il devra donner une réponse. Clark demande à Loïs de cacher sa batterie de lanterne. La raison, c'est qu'il devait partir de toute urgence, car il n'avait pas le temps. Le lendemain, après la disparition de Clark, des navires spatiaux sont apparus sur Terre. Olsen, en panique, voulait avertir les autres, en pensant que c'était une nouvelle attaque. Mais une voix robotique apparaît et l'appelle Maître Olsen. En panique, il ne comprend pas trop comment cette chose connaît son nom. Ce robot qui s'adresse à lui s'avère être Crypto, celui en charge de Clark. Il informe qu'ils sont 13 444 unités robotiques envoyées dans ce monde, avec des purificateurs d'air. Les purificateurs d'air, ce sont ces grosses machines qui filtrent l'air contaminé de l'atmosphère terrestre. Olsen est complètement perdu, et même lorsqu'on lui explique comment ces navires fonctionnent, il ne comprend pas vraiment comment c'est possible qu'une telle
technologie puisse exister. D'ailleurs, il ne comprend même pas le fonctionnement, l'idée même de ces technologies. Tout ça, vous l'aurez compris, c'est l'œuvre de Clarke. C'est là qu'on apprend quelque chose d'assez intéressant. On remarque que même dans les mondes où Clarke n'est pas vraiment le Superman que l'on connaît, eh bien, il s'avère qu'il garde sa nature. Il n'est pas vraiment une personne grossière et il ne voulait pas manquer de respect au gardien, car pour lui, le fait qu'il lui ait donné cet anneau de pouvoir lui a permis de faire beaucoup de choses, de faire le bien. Et lorsque les gardiens lui ont donné un temps très court pour réfléchir, eh bien, il a profité de ce temps pour agir rapidement. Il faut savoir que ce temps se limite à la recharge de son anneau de pouvoir. Ce qui veut dire que s'il était à 100% au moment où il a communiqué avec le gardien, eh bien, c'est entre ce moment-là où il était à 100% et le moment où son anneau va tomber à 0% que le gardien va réclamer une réponse. Clarke s'est engagé à réduire le maximum de dommages sur Terre pour faire en sorte que la planète soit meilleure pour la vie. Il s'occupe des problèmes qui pourraient causer des catastrophes naturelles à l'avenir. En fait, il résout tous les problèmes possibles pour faire en sorte que la planète redevienne à peu près au même état qu'avant l'arrivée de l'astéroïde. Il récupère les ressources naturelles, confine les rayonnements et toxines et rend à la Terre son histoire perdue jadis, en récupérant des monuments perdus. Tout cela dans un temps record, avant que les gardiens ne viennent réclamer leur pouvoir. Il s'est même rendu sur une île nommée Themyscira, une île où se trouvaient des secrets cachés. Clarke savait que ce monument était très important et surtout ces secrets pourraient leur être d'une grande utilité. En voyant tout cela, Lois avait compris que tout ce que faisait Clarke c'était comme un message d'adieu, comme s'il faisait tout ça avant de partir. Mais avant qu'il ne parte, elle voulait qu'il sache quelque chose. Une vérité qu'il ignorait. C'est là qu'il apprend la vérité concernant son histoire, ses origines et ses parents. Et rien que cela, ça va absolument tout changer sur sa décision finale. Plus tard, Abin Sur a été envoyé sur Terre. Abin Sur est le protecteur du secteur 2814, à savoir la Terre. Sans aucune hésitation, Clarke a rendu la batterie de lanterne et son anneau de pouvoir. Alors Abin Sur, surpris de cela, lui a demandé s'il était bien sûr de vouloir rendre ce pouvoir, et surtout sans regret. Pour Kal-El, sa vie avait commencé sur Terre, et la lanterne lui a montré le retour. Il estime donc que c'était son rôle, et le rôle de cet anneau et de ce pouvoir était donc terminé. Alors maintenant, il veut rendre l'anneau de pouvoir et la batterie. En réalité, il ne savait pas trop où était sa place. Cependant, ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas abandonner ce monde. Donc, il rend l'anneau de pouvoir comme l'ont exigé les gardiens. Ainsi, Clarke continue sa vie sur Terre. Après tout ça, un jour, Jor-El est parti voir la famille de Lara. Et ce jour-là, il a annoncé une décision qui allait être un choc total pour tout le monde. En même temps, il en profite pour donner un cours d'histoire, pour expliquer pourquoi il est arrivé à cette décision. Il explique que les Kryptoniens ont vécu très longtemps et qu'avec le temps, les anciens ont perdu beaucoup de choses. La recherche, l'urgence et n'ont pas trop progressé. Dans un premier temps, dans l'évolution des Kryptoniens, en créant les banques de clones, cela a transformé Krypton en une société hédoniste. En gros, ils privilégiaient le plaisir, le bien-être personnel, la satisfaction immédiate, le confort, la consommation, etc., etc. En résumé, exactement la société dans laquelle nous sommes actuellement dans notre monde. Sauf que ça a causé la guerre. Et après la guerre, les Kryptoniens ont inventé la combinaison biologique que tous les Kryptoniens portent. Sauf Kal-El, car lui est humain. À la place, Jor-El a dû lui créer lui-même une combinaison. En créant ces combinaisons, cela a transformé Krypton en une société stagnante. Grâce à la combinaison, ils vivent très longtemps. Donc, ils ont oublié toutes les choses qui faisaient d'eux un grand peuple. Ils ont oublié l'exploration, ils n'avançaient plus scientifiquement, socialement, tout était à l'arrêt. Et bien, tout ça, Jor-El le rejette avec Lara. Ils ont pris la décision de changer leur mode de vie. Et comme vous l'aurez remarqué, il semble qu'ils veuillent suivre les pas de leur enfant Kal-El, car c'est lui qui leur avait dit tout ça. D'ailleurs, Jor-El dit que leur enfant leur a montré une autre voie. À partir de ce jour, ils allaient donc vivre sans combinaison, ce qui signifie qu'ils vivront moins longtemps. Mais ils estiment que leur vie sera bien plus riche. Ils vivront et créeront leur histoire. Le moment venu, ils mourront comme la nature le veut. Et ainsi, une autre génération viendra pour façonner un avenir dépassant leurs rêves. Ils font tout cela en la mémoire de leur enfant Kal-El pour avoir sauvé leur monde.
Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Alors oui, ça a été long et franchement, je pense avoir bien fait d'être resté sur les détails, de vous avoir partagé la vision, la façon de voir le mode de fonctionnement, la société de Krypton. Ça permet de mieux comprendre l'histoire, de mieux comprendre la vision des personnages, la vision de la société. Alors à la fin, en écrivant cette histoire, je vous avoue que j'ai failli lâcher une petite larme parce que la fin, il faut quand même le reconnaître, elle est belle, mais aussi très triste. Jor-El ne reverra peut-être plus jamais son fils Kal-El. La famille de Lara et la famille de Jor-El ne reverront peut-être plus leur enfant car ces derniers ont pris la décision de vivre une vie courte en se débarrassant de leur combinaison, alors qu'eux seront là pendant des milliers et des milliers d'années en repensant aux souvenirs qu'ils ont partagés avec leurs enfants. C'est la raison pour laquelle à la fin, en voyant cette scène, en voyant le vaisseau de Lara et Jor-El partir, j'ai failli lâcher une petite larme. J'ai trouvé l'histoire vraiment très belle et assez cohérente par rapport à beaucoup d'histoires que j'ai racontées sur la chaîne. J'attends vos avis en commentaire parce que l'histoire, elle m'a quand même touché. Allez, on se retrouve au prochain épisode.